Bon, je pense qu'on est live. J'ai un doute, figure-toi. On s'est écrit en direct depuis 30 secondes. Ouais, on est en live. Ok. On va attendre 2 minutes qu'il y ait un peu de monde. Bonjour Ismaël, merci d'être là. Bon, hello Myriam. L'impression d'être Squeezie. Ok. Waouh, déjà 7. On attend un petit peu d'être un peu plus nombreux, même si a priori on sera pas super nombreux. Mois de juillet oblige. Mais bon. Et hello Fabien. Bon, on attend 1 ou 2 minutes et on y va. Ouais, effectivement, je vais me mettre en Do Not Disturb. Bonjour. Toc, si j'arrive. Tac. Ok. Bon, on est déjà 350. Non, blague à part, je pense qu'on peut commencer. De toute façon, le webinaire sera dispo en replay. Déjà, merci à tous pour ceux qui sont là. L'idée avec cette petite session, c'est de présenter la méthodologie Modéo de conception data platform, mais orientée startup. Pourquoi startup et on peut même étendre à PME, je pense, parce que faire de la data pour une petite boîte, c'est différent de l'en faire pour une grosse, ou quand on va chercher des projets un peu stratégiques avec du ROI, ça va être une façon un peu différente d'adresser les projets. Donc, on va directement aller on va chercher du résultat très vite, mais tout en gardant des exigences techniques où derrière, on va souhaiter avoir quelque chose qui dure dans le temps, qui est scalable, qui peut s'adapter à des use cases futurs. Donc, c'est ce qui rend cette méthodologie intéressante. Et pour nous présenter rapidement, tu veux commencer à te présenter, Mathieu, peut-être? Oui, du coup, alors moi, c'est Mathieu Huillot, je suis le COO de Modéo et je suis également, data engineer et data ops. Donc je travaille depuis 2 ans et demi chez Modéo pour différents clients, dont, pas mal de startups. Et donc moi, Mathieu aussi. Ça fait pas tous Mathieu chez Modéo, mais on pourrait croire que si. Et donc je suis le CEO de Modéo et data engineer / data ops. Donc j'interviens chez les clients de Modéo sur des problématiques de conception de data platform.
beaucoup de startups, donc en passant par des boîtes type Silver, enfin pure scale-up, on va dire, Citron, Mano Mano, Brevo, anciennement Sendinblue, donc des boîtes où il y a quand même un enjeu data qui est hyper important et la volonté de construire des choses intéressantes. Donc ça a permis aussi de construire toute la méthodologie Modeo. Et puis en quelques mots rapidement sur Modeo, mais donc nous, comme vous pouvez l'imaginer, on s'est spécialisé sur la conception de data platform. Donc en rapide, on va y revenir plus en détail, mais la data platform, c'est le socle technique qui va permettre de réaliser l'ensemble des use cases data. Donc demain, je veux équiper mes équipes commerciales avec des dashboards qui permettent de suivre leur performance, identifier quels sont les canaux les plus intéressants pour mieux vendre. Et je vais avoir besoin de cette data platform pour construire mon use case. Donc c'est globalement ce qui va permettre d'aller chercher la donnée, la transformer, l'activer, mais on va y revenir. Et puis pour parler un peu de ce qu'on fait, donc la boîte a été créée il y a 5 ans. On est une vingtaine de data engineers basés à Paris, avec beaucoup de projets de data platform, des très gros clients, des startups et différentes typologies de projets, mais c'est ce qu'on va présenter par la suite. Donc, je pense que ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes. L'idée étant d'aller vite parce que c'est le mois de juillet et je pense que tout le monde veut profiter aussi de sa soirée et du soleil, tant qu'il y en a. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de data. Globalement, aujourd'hui, faire de la data, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça correspond? En fait, on se rend compte que techniquement, c'est assez facile de savoir dans quelle direction aller, mais derrière, avoir des projets qui créent vraiment de la valeur, c'est plus compliqué. Donc, on a une petite partie là-dessus qui est comment identifier des bons leviers de cas d'usage, de performance. Ce sera la première étape. La deuxième étape, c'est comment lancer son projet data. Donc, quelles sont les différentes étapes qui vont être nécessaires pour construire mes projets data. Donc, on va parler technique, cadrage de projet. Ça va aussi un peu permettre de revenir sur la première partie sur l'identification des cas d'usage. Ensuite, les enjeux d'un projet data. Donc, forcément, s'il n'y avait pas de contraintes, ce serait trop simple. Il faut prendre en compte tout ce qui est RGPD, compliance, équipe en place, enfin voilà, plein d'éléments à prendre en compte pour avoir des projets qui fonctionnent. Et un dernier point pour aller un peu plus loin, c'est une petite présentation d'un outil qu'on a développé qui s'appelle Modeo Accelerate, un outil plus largement même une méthodologie, et qui est on va dire le framework qu'on utilise pour accompagner nos clients sur la conception de data platform, avec pour volonté de réduire par 4 le temps à la création d'une plateforme data. Et forcément, quand ça va plus vite, ça coûte moins cher. Donc, c'est intéressant pour des startups et plus globalement des PME. Alors, ça, c'est ma slide. Donc, nous, on va distinguer deux types de projets data, deux types de boîtes même qui vont faire de la data. La première, ça va être la boîte dont la data, c'est son produit en fait. Donc, si on prend une startup dans l'énergie, ce qu'elle va vendre finalement, je prends l'exemple de clients qui ont travaillé, une boîte comme Citron, ils vont aller chercher de la donnée, ils vont l'enrichir, la retravailler, la catégoriser et ils vont la revendre, on va dire, sous un format plus avancé pour permettre derrière à leurs clients d'activer leurs données via différents KPI. Donc, eux, c'est un cas où c'est vraiment la data, le produit, quoi. C'est la valeur. C'est ce qu'on voit la plupart du temps sur des startups assez innovantes. Mais il y a aussi une deuxième typologie de boîte dont la data va être utilisée vraiment sur un levier de croissance, de performance, où on va intégrer sur différents métiers des petits outils qui vont permettre de mesurer, de comprendre différents phénomènes et de les améliorer. Donc, le premier cas, c'est de l'amélioration de la prise de décision, forcément. Je prenais l'exemple des pipelines pour des commerciaux. Identifier les canaux qui fonctionnent le mieux, c'est un levier de performance et c'est ce genre de problématique qu'on peut résoudre grâce à de la data. Ça peut être de l'automatisation de tâches. Donc, exemple d'un cas client pour lequel on a travaillé, ça peut être une flotte de VTC et une automatisation de la facturation. J'ai roulé 450 km cette semaine. Je vais automatiquement refacturer la voiture l'entité qui m'a loué la voiture en fonction des kilomètres parcourus. Et puis, ça peut être aussi de la prédiction. Par exemple, sur du e-commerce, anticiper mes ventes et donc mes stocks. Et derrière, être capable d'aller, par exemple, chercher de l'argent pour financer
ce stock. Donc c'est ce genre d'éléments qu'on peut faire grâce à la data. Voilà. Et pour faire un petit focus plus spécifique sur la partie prise de décision, on entend beaucoup parler de start-up data-driven. Finalement, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire. Mais derrière, il y a une méthodologie en fait, qui est appliquée pour prendre une décision qui est vraiment data-driven, c'est-à-dire basée sur les données. Ça, on l'a découpé en 5 étapes. On va dire que la première étape, ça va être de se questionner, donc se poser clairement un objectif ou une question. Ici, on peut prendre l'exemple d'un client qu'on a eu dans la finance où il voulait fixer un taux de défaut de paiement à seulement 0,5% de ses clients. Donc, important de préciser que l'objectif, du coup, il doit être smart, donc spécifique, mesurable, etc. Donc, une fois qu'on s'est posé la question, on va essayer d'identifier comment on peut y répondre. Donc, quel indicateur on va suivre pour y répondre et quelles données on va utiliser pour répondre à cette question et calculer cet indicateur. Ici, l'indicateur, ça va être par exemple le pourcentage de défaut de paiement et les sources de données, ça va être un ERP, un CRM pour avoir des infos sur les clients, ça va être les sites de paiement comme Stripe ou Shopify ou plein d'autres outils comme cela. La troisième étape, une fois qu'on sait où sont situées nos données et quelles données il faut aller chercher, on peut les exploiter. Donc, on va mettre en place les outils qui vont permettre d'aller collecter ces données, de les modéliser, de les transformer pour faire les calculs qui vont bien et sortir les infos qui nous intéressent. Ici, on peut imaginer que la finalité, ce serait de sortir une table avec tous les clients disponibles et une table avec tous les paiements pour avoir les informations du client sur chaque statut de paiement. Une fois qu'on a sorti ces données, on va les analyser. Donc, maintenant qu'on a ces tables, qu'est-ce qu'on va en faire? On va aller regarder, par exemple, qui sont mes clients qui ont des défauts de paiement? Est-ce qu'ils ont des types particuliers? Est-ce qu'on se rend compte, par exemple, que dans 30 des clients qui ont des défauts de paiement, bah, en fait, ils viennent tous du même secteur, ou ils font tous la même taille, ou ils ont tous une caractéristique commune? Et enfin, une fois qu'on a fait cette analyse, on va pouvoir conclure. Donc, prendre une décision qui a été basée sur toutes les analyses et sur la donnée avant, en se disant OK, bah, on a vu que maintenant les clients de ce type, bah, ils ne payent pas. Du coup, à partir de maintenant, on ne prendra plus de clients, par exemple, qui ont un ARR de moins d'1 million ou qui n'ont pas encore déposé leur compte. Top. Je laisse, bah, du coup, pour la suite, une fois qu'on est convaincu que la data peut apporter de la valeur à son entreprise, on va pouvoir se lancer dans le projet. Donc déjà pour les étapes, bien sûr, elles sont différentes pour chacune des entreprises. Là, on a essayé de définir une méthodologie qui serait propre aux startups, donc avec des projets qui sont faciles à mettre en place, rapides et qui ont des résultats directement. Mais chacune est spécifique et donc chacun doit adapter un peu le parcours à son entreprise et son domaine d'expertise. Donc si tu peux passer à la slide d'après. On va dire que la première étape, ça va être d'identifier ces cas d'usage. Donc on reviendra sur chacune des étapes, dans le détail par la suite. Mais du coup, la première étape, ça va être d'identifier les cas d'usage. Donc, voir où est-ce que la data peut nous être utile et en quoi elle peut nous être utile. Une fois que ces cas d'usage ont été définis, on va pouvoir les cadrer un peu, savoir qui seront les bénéficiaires, combien ça va nous apporter, combien de temps ça va nous prendre. Maintenant que les projets sont bien définis, bien cadrés, on peut se lancer dans la construction de la data platform, qui va être en fait le socle qui va nous permettre de mettre en place tous nos projets autour de la data. Et une fois que les outils sont en place, on va pouvoir mettre en place le cas d'usage, donc collecter les données qui vont bien, les transformer, les présenter. Une fois que c'est fait, on va pouvoir accompagner les équipes dans la prise en main de l'outil. Ça, c'est très important parce que si on fait des super outils mais qui ne sont pas utilisés derrière, le projet data n'a aucune valeur. Et enfin, c'est un processus itératif parce que si aujourd'hui on a un besoin d'analytics et qu'on construit une stack autour de ça, peut-être que dans 6 mois, on va avoir besoin de mettre en place des projets IA. Et en fait, grâce à la construction de la data platform, on va pouvoir venir reprendre les briques qui ont été déjà faites, ajouter des nouvelles fonctionnalités et redévelopper des nouveaux cas d'usage. Alors, si on parle d'exemples de cas d'usage, on en a identifié 3 qui sont des cas d'usage clients. Peut-être tu veux présenter le premier, Mathieu? Ouais, bah, typiquement, alors un cas d'usage qui peut être intéressant
pour une startup qui présente un produit, ça peut être de faire de l'A/B testing, sur son SaaS. Donc c'est-à-dire elle va pouvoir tester, l'ajout de nouvelles fonctionnalités, d'un nouveau bouton, d'un bandeau publicitaire, en faisant de l'A/B testing. C'est-à-dire qu'en poussant différentes versions du site, à différents, sets d'utilisateurs et voir quels sont les résultats selon les utilisateurs. Par exemple, si on met le bouton, «Abonnez-vous» en haut de la page ou si on le met en bas, combien de personnes vont cliquer dessus? Quel sera le pourcentage de paiement derrière? Et ça va permettre de prendre des décisions, du coup, en se basant sur des usages réels, de la fonctionnalité. Deuxième cas d'usage, c'est celui dont je parle à chaque fois, donc je pense que celui-là en rapide, mais toujours mesurer pipeline d'acquisition. C'est assez classique. C'est dans les premiers use cases qu'on voit généralement chez les clients, ça va être d'abord la partie financière. Surtout en startup, on a besoin de KPI sur son ARR, MRR, ce genre de KPI. Et dans un second temps, ça va être équipé commerciaux, équipe marketing, sur l'analyse par exemple du trafic sur le site web, l'acquisition de leads. Enfin voilà, c'est un peu le nerf de la guerre. Et un troisième exemple, pour une grosse scale-up qui aujourd'hui d'ailleurs est devenue un centaure, ça va être de la centralisation de factures de manière automatique. Donc en fait, c'est une boîte qui a 5-6 logiciels de paiement et qui a besoin d'avoir une vision en temps réel de sa trésorerie. Enfin, pas de sa trésorerie, du coup, de ses transactions pour justement anticiper sa trésorerie. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'aller réconcilier toutes ces sources de données et recréer tout un projet d'analytics qui permet d'avoir en temps réel sa vision sur ses encaissements, ses décaissements et ses défauts de paiement. Donc aujourd'hui, autre sujet, c'est forcément comment identifier ces use cases. C'est souvent un des premiers points d'ailleurs sur lesquels on va se concentrer. Je veux faire de la data, je sais que mes équipes en ont besoin, mais concrètement, qu'est-ce que je vais mettre en place comme méthodologie pour identifier les bons use cases? Pour ça, on a un outil qu'on utilise qui s'appelle le Data Business Model Canvas, qui va permettre d'identifier via 8 étapes quelles sont les questions à me poser. Donc concrètement, quel est le problème que je veux résoudre? Toujours sur le même exemple, je veux comprendre quels sont mes canaux d'acquisition les plus performants. Quelle est la valeur attendue? Qu'est-ce que le projet pourrait apporter à votre entreprise? Donc là, ça pourrait être améliorer la performance de mon équipe commerciale. Existant, qu'est-ce que j'ai à disposition? Ça peut être les dashboards HubSpot. OK, est-ce qu'ils sont suffisants? Oui, à ce moment-là, tant mieux, pas besoin d'attaquer le projet. En pratique, non, parce que ce genre de projet prend tout son sens quand on a différents canaux d'acquisition. Donc, si on croise, par exemple, du Google Analytics, du HubSpot, du Typeform pour avoir des demandes de rendez-vous, là, on a quelque chose qui prend tout son sens et qui nécessite justement d'avoir une plateforme data pour construire ces analyses. Ensuite, quelles sont mes contraintes RGPD? Je traite de la donnée de lead. Donc, forcément, un client, un lead qui va rentrer ses informations, il va potentiellement me mettre son numéro de téléphone, son adresse. C'est de la donnée personnelle. Je dois savoir en amont que je ne veux pas traiter ces données ou que je veux avoir une gestion de ces données qui est particulière. Donc, je dois l'avoir en tête. Autre question importante, qui sont les utilisateurs qui va être client de ma solution. Donc, dans notre cas, c'est l'équipe commerciale. Et quelles sont les données qui vont être utilisées. Donc, j'ai listé HubSpot, Typeform, Google Analytics. Ça peut être les bases de données transactionnelles avec toutes les informations sur mes clients. Donc, toutes ces choses-là, c'est des données à mapper avant d'attaquer le projet. Ensuite, comment mesurer comment anticiper le ROI de mon projet? Un peu plus compliqué. Il y a pas mal de cas où ça s'applique assez peu parce que c'est difficile à mesurer. Il y a pas mal de débats sur la mesure du ROI d'un projet data. En pratique, on peut toujours imaginer des choses. Dans le cas de la mesure de l'impact sur les pipelines d'acquisition, c'est pas évident. Mais ça peut être par exemple via des questionnaires de satisfaction auprès des utilisateurs ou le niveau d'utilisation de mes outils. Et enfin, le livrable attendu, c'est là où on va réfléchir à la finalité, à quoi va ressembler mon produit data. Donc, quels sont les KPI qui seront présents sur mon dashboard, comment ça va être utilisé, sur quel outil. Voici globalement les questions à se poser.
Donc, question suivante. Et du coup, alors une fois qu'on a bien identifié ces cas d'usage, et qu'on est convaincu qu'on veut partir sur des projets data, maintenant il va falloir construire l'ensemble d'outils qui va nous permettre de collecter les données, de les transformer. Donc cet ensemble, ça va s'appeler une Modern Data Platform. Petite précision vocabulaire, du coup, il y a la Modern Data Platform qui va représenter tous les outils et technologies qui vont permettre de collecter, transformer, stocker, analyser, prédire des données. Ça va être là, en gros, toute la donnée de l'entreprise va transiter par cette plateforme. Ensuite, il y a la Modern Data Stack, qui représente, en gros, un ensemble d'outils, data qui permettent de construire des Modern Data Platforms, et qui ont été construits, qui sont une tendance assez récente, sur une construction plutôt modulaire des data platforms avec plein d'outils qui vont, interagir entre eux plutôt qu'un énorme outil legacy, qui va être très lourd à mettre en place. Et ensuite, on a la data stack d'une entreprise qui va être en gros l'ensemble des outils qu'elle a choisis pour construire sa data platform. Donc, la data platform, elle va commencer par des données qui vont rentrer, qui vont provenir de sources. Ça peut être des sources internes, comme une base de données de production, un SharePoint. Ça peut être des sources externes qui viennent de logiciels, autres. Ça peut être, du Stripe, du Google Analytics, des réseaux sociaux. Cette donnée, elle va être, ingérée par des outils de data ingestion qui vont la bouger des sources vers un outil de stockage. Ensuite, quand la donnée sera dans l'outil de stockage, elle va être transformée, par un outil de transformation, et d'orchestration. Et enfin, une fois que la donnée sera transformée et exploitable, on va pouvoir la mettre en application, dans ce qu'on a appelé ici une couche d'activation, qui va être soit du reporting sur des tableaux de bord, de l'analyse prédictive avec, du machine learning par exemple, ou, de l'automatisation, d'envoi d'emails pour, un certain type de client. Et ensuite, tout du long, de cette data platform, on va avoir des outils qui vont servir de la data gouvernance, qui va être, l'ensemble des outils et méthodologies qui permettent de s'assurer que la donnée est de bonne qualité, qu'elle arrive bien au bon endroit au bon moment, qu'elle respecte bien les contraintes comme parlait Mathieu, de RGPD, de données personnelles, et aussi qui va permettre de mettre à disposition les outils, aux autres équipes sous forme de data catalogue pour avoir des interfaces plus facilement utilisables. Et du coup, le cœur vraiment de la data platform, ça va être la partie stockage. Donc c'est là que la donnée va être, acheminée puis transformée. Cette, pour le stockage, on entend parler de plusieurs termes. On a le terme data warehouse, data lake, data lakehouse. Chacun représente une méthodologie de stockage différente. On peut avoir du stockage, non structuré, donc ça va être des fichiers, des images, des vidéos. Ça, ce sera les data lakes, où on peut avoir des données structurées comme dans une base de données, donc avec des tables, des colonnes, qui seront plutôt dans les data warehouse. Heu, Petite précision importante, c'est que, aujourd'hui, il y a beaucoup de startups notamment qui ont des SaaS qui utilisent des bases de production, du MariaDB ou du, Postgre, pour faire, des projets data. En fait, ces bases ne sont pas adaptées à de la data et on retombe vite sur des problèmes de performance ou de stabilité des outils. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de construire une data platform en parallèle de ces outils de production, pour s'assurer que toutes les charges de travail et tous les calculs vont être effectués sur une stack à part qui sera, vraiment dédiée à la data et qui sera conçue pour ça. Et au niveau des outils en termes de stockage, il y a Snowflake, qui est très connu, BigQuery qui est l'outil de GCP, Google Cloud. Et il y a aussi DuckDB qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui, qui n'est pas vraiment un data warehouse, qui est plutôt un engine de calcul, mais qui permet de faire des gros calculs en mémoire et qui est très léger. Donc c'est de plus en plus utilisé, notamment par des petites boîtes qui n'ont pas forcément les budgets pour payer des gros providers. Ouais. Je pense qu'on aurait aussi pu mettre ClickHouse, qui est bien pour faire de l'embedded analytics, et Redshift, qui est le data warehouse d'AWS. Mais voilà, aujourd'hui, en pratique, les deux très gros qu'on voit partout, ça va être Snowflake, BigQuery, ClickHouse sur des usages un peu plus spécifiques, et DuckDB, pareil, c'est assez récent et plus, on va dire, plus niche. Des usages plus spécifiques. Ensuite,
C'est toi ça, non? Je sais plus. Ouais, la partie ingestion, du coup, comme je disais, ça va consister en acheminer la donnée depuis les sources vers un espace de stockage. Donc, pour ça, on va avoir des outils comme Airbyte ou Fivetran qui vont mettre à disposition en fait plein de connecteurs qui vont vous permettre juste avec une interface de ramener de la donnée de n'importe quel outil vers votre data warehouse. Donc, c'est facile à mettre en place. Ils offrent des services qui sont totalement managés, donc vous n'avez pas du tout à gérer le déploiement et tout ça. Et en quelques minutes, vous pouvez ramener toutes vos données Google Analytics, par exemple, dans votre data warehouse. Et si vous décidez de ne pas utiliser ces outils, il y a d'autres outils, notamment des ingestions plus personnalisées qui peuvent être faites en Python, par exemple. Ou après, il y a des outils open source comme Daxter qui sont très utilisés aussi. Ouais, c'est toute la complexité des enjeux d'ingestion sur la moderne data platform. On a des nouveaux acteurs comme Airbyte ou Fivetran qui vont essayer de simplifier au maximum l'ingestion de la donnée. Donc, en quelques clics, on peut avoir une nouvelle source de données. Mais derrière, la question, c'est comment on fait le jour où on a une source qui n'est pas prise en compte par l'un des deux outils. Et donc, tout ça, c'est des éléments à avoir en tête parce qu'aucune solution n'aurait permis de répondre à 100% des cas d'usage. Donc, voilà. Ensuite, on a l'orchestration. L'orchestration, ça va être la brique qui va lancer les scénarios de récupération et transformation de données. Donc, ça va être par exemple on va dire sur Airflow que je vais dire je veux que tous les jours à 23h30, mes données financières soient récupérées, qu'elles soient transformées et envoyées à tel endroit, puis disponibles dans tel outil. Globalement, voilà la logique. Nous, ce qu'on constate, c'est que cette brique d'orchestration, elle est de moins en moins présente parce que DBT, qui fait office d'outil de transformation de données, ça je vais y revenir juste après, mais a pris une place qui est beaucoup plus importante aujourd'hui. Et avec cette logique aujourd'hui de LT, ça fait pas mal de concepts, mais le fait d'ingérer directement la donnée dans la data warehouse et ensuite de la transformer, on se retrouve à avoir des tâches d'orchestration qui sont juste en 2 étapes. Je récupère, je transforme. Et c'est beaucoup plus simple à orchestrer, donc ça se fait plus via des gros outils d'orchestration type Airflow, mais plutôt avec des outils serverless. Nous, on utilise beaucoup pas Cloud Composer, Google Workflow. Ça peut être du Fargate aussi, sur AWS. Donc, on a plus ou moins retiré cette brique de complexité. Et en revanche, DBT qui prend de plus en plus de place. DBT, c'est un peu l'outil du moment sur la transformation de données. C'est un outil qui va permettre de faire passer de la donnée brute à de la donnée exploitable par le métier, avec tout un ensemble de fonctionnalités qui vont globalement permettre de maintenir sur une grande échelle du code qui est facilement maintenable et de haute qualité, tout en ayant du SQL, qui n'est pas forcément le code le plus simple à maintenir. Et derrière, on va également ajouter des briques d'observabilité à DBT, mais ça, on va y revenir juste après. Ah bah, Transfo, il est là. Je sais plus, c'est moi ou c'est toi, tu veux. Du coup, la partie transformation, Mathieu en a pas mal parlé, mais c'est comme on disait, aller venir transformer de la donnée. Par exemple, on a eu le cas chez un client qui voulait faire des analyses de campagnes publicitaires sur toutes ces plateformes réseaux sociaux. Donc, initialement, il avait construit tout autour de Facebook. Sauf qu'en fait, après, il a voulu généraliser, ajouter du TikTok, du Instagram, du Google Ads. Et chaque plateforme fournit la donnée dans un format qui lui est spécifique, même si l'information derrière reste la même. Et c'est là que la transformation va être utile. Ça va permettre de transformer cette donnée pour pouvoir la mettre dans dans un format qu'on attend. Et on va pouvoir faire dessus du coup des analyses croisées sur toutes les plateformes plutôt que d'avoir chacune séparée parce que chacune a fourni un format de données différent. Donc pour ça, on a DBT qui aujourd'hui est hyper utilisé partout. Et après, on a des systèmes avec du SQL ou du Python, donc pas mal de fonctionnements différents, mais globalement, c'est DBT qui est utilisé sur les parties Modern Data Platform. Ouais, ça mérite un épisode dédié de Modeo Data Talks avec DBT de bout en bout. Parce qu'il y a plein de choses à découvrir hyper intéressantes. Avant-dernière brique, l'activation. L'activation, c'est tout ce qui concerne les outils de visualisation de données,
Donc jusque-là, c'est classique, c'est mon Power BI, mon Metabase. Petite spécificité de Metabase, c'est que c'est orienté self-BI, donc c'est des outils qu'on met plutôt dans la main d'utilisateurs qui sont assez peu techniques et qui vont être capables de construire leurs propres analyses eux-mêmes. Donc c'est hyper pertinent dans des organisations type data mesh où vraiment on veut donner le plus d'autonomie possible aux équipes métiers, et là on leur met les bons outils en place pour faire ça. Autre outil hyper intéressant, qui s'appelle Toucan maintenant, qui va permettre d'intégrer à son application web de l'analytics avec plein de fonctionnalités qui permettent de construire des visualisations hyper avancées. Et on le retrouve dans plein de super belles boîtes. C'est un outil qui est génial et qu'on utilise énormément. Et puis voilà, du classique Looker Power BI. Mais bon, juste là, des choses assez utilisées, quoi. Et puis une brique un peu plus avancée, on va dire, moins connue, qui va être tout ce qui est data gouvernance. Donc la data gouvernance qui désigne en fait l'ensemble des pratiques de gestion de la donnée au sein d'une organisation. Donc ça, pareil, ça mérite tout un épisode là-dessus, mais nous, on va distinguer la data gouvernance en 5 piliers. La gouvernance technique, sécurité, légale, RSE, et la dernière, technique, sécurité, légale, RSE et métier, exactement. Merci. Donc, technique, toutes les bonnes pratiques qu'on met en place, tous les outils qui vont être intégrés pour gérer ces données. Métier, tous les outils qui vont permettre d'aligner les besoins métiers avec la data platform. Donc, ça va être des bonnes pratiques type nommer pour chaque table, chaque vue, chaque dashboard, un responsable, avoir des bonnes pratiques de documentation. Donc, c'est toutes ces choses-là. La sécurité, c'est toutes les règles d'accès à la donnée, qui a accès à quoi. Demain, une nouvelle personne veut accéder à une table, quel est le process pour lui donner ses accès. Légal, tout ce qui est RGPD, quelles sont les pratiques que je vais mettre en place pour m'y conformer. Donc, anonymisation des données sur des outils un peu plus avancés type Snowflake, ça peut être du row-level security. Donc, plein de choses assez poussées à faire. Sur la partie RSE, c'est tout ce qui est mesure principalement de l'empreinte carbone de ma data platform. Et je pense que j'ai fait le tour ou pas? Non, s'il manque pas. Sécurité, légale, non, c'est bon. Donc ça, c'est les 5 grosses briques de la gouvernance. Et ce qu'on peut faire, c'est enchaîner sur la partie 3. Si tu prends le relais, Mathieu. Ouais, du coup, tous les projets data sont pas forcément faciles parce qu'on évolue dans un contexte qui est un peu différent. Déjà, la première étape d'un projet, ça va être d'évaluer ses besoins et son environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps avant son projet. Je peux te laisser juste passer la slide d'après. On va prendre le temps avant de se lancer dans son projet data, de réfléchir à qu'est-ce qu'on a à disposition, que ce soit au niveau des outils, donc quels outils on a en place. Est-ce que je suis déjà sur un provider cloud? Est-ce que j'utilise des logiciels spécifiques pour faire de l'activation client, etc. Quelles données j'ai à disposition? Les données externes et internes, comme on disait tout à l'heure. Quelles compétences j'ai aussi dans mes équipes? Est-ce que j'ai des gens techniques? Est-ce que j'ai des profils data analystes? Est-ce que j'ai des database architects, etc. Et quelles sont mes contraintes? Est-ce que j'évolue dans un domaine où je vais avoir des fortes contraintes réglementaires? Si par exemple je suis dans la santé, forcément je vais avoir accès à beaucoup de données personnelles. Est-ce que j'ai besoin de faire des analyses en temps réel? Tout ça, ça va être des questions qu'il faudra se poser parce que elles vont permettre de choisir les bons outils qui vont être utilisés par la suite, et ne pas se poser ces questions, ça peut amener des problèmes assez rapidement quand on construit la data platform ou quand on commence à mettre en place les premiers cas d'usage. Ensuite, en ce qui concerne les 6 paramètres qu'on a identifiés à prendre en compte quand on se lance sur ce genre de projet, ça va être donc tout ce qui concerne la polyvalence. En fait, on veut que notre data platform, elle puisse fonctionner forcément aujourd'hui, mais aussi dans 3, 4, 5 ans, et qu'elle puisse s'adapter à des nouveaux cas d'usage. C'est hyper important de l'avoir en tête parce qu'on peut facilement faire quelque chose qui fonctionne pour 1 ou 2 cas d'usage, mais qui n'est pas suffisamment évolutif.
Rapidité de mise en place, c'est important aussi parce que déjà, quand c'est compliqué à mettre en place, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Donc pour une startup, c'est forcément un élément qui est important. Et on doit facilement avoir la main dessus. Donc demain, s'il y a une brique qui casse, il faut pouvoir la reconstruire rapidement. Ça fait partie des points essentiels. Forcément, le coût. On veut rester sur des budgets raisonnables. La scalabilité, on veut s'adapter à des gros volumes de données, d'autant plus sur de la startup où on peut avoir des croissances qui sont importantes et donc des volumes de données qui sont exponentiels. L'évolutivité, ce dont globalement je parlais sur l'étape 1, mais qui est tout ce qui est l'accueil de nouveaux cas d'usage et d'IA, et demain de dire, en fait, on a eu le cas pour par exemple Terraform, qui est une des solutions qui ont été utilisées dans une de nos data platforms, dans plusieurs d'ailleurs. Si demain l'outil n'est plus open source et devient payant, je dois pouvoir le remplacer. C'est pas un super exemple parce que il n'y a pas 15 000 concurrents, mais dans l'idée, c'est ça qu'on va chercher avec l'évolutivité. Et enfin, la maintenabilité. Tous ceux qui travaillent sur la data platform doivent pouvoir facilement s'intégrer sur les projets, comprendre comment la donnée circule avec toute la transparence qui est nécessaire et pouvoir faire évoluer ces briques. Hop. Sur les autres questions à se poser, qu'on retrouve à peu près sur tous les projets, c'est au niveau de l'équipe. Est-ce que je vais chercher selon différentes compétences à internaliser ou externaliser? Donc ça, c'est plusieurs facteurs à prendre en compte, mais déjà le premier, ça va être la roadmap. Selon le nombre de projets à venir, ça peut avoir du sens qu'on est sur du one shot ou c'est quelque chose qu'on veut construire sur le long terme. Quels sont les rôles dont j'ai besoin en priorité? Est-ce que c'est plutôt des data engineers qui vont être responsables de toute la partie plus data platform, ou des data analysts qui vont plutôt être là pour construire les use cases et accompagner les équipes métiers pour les prendre en main? Est-ce que c'est plutôt des data scientists qui vont chercher à construire des modèles pour prédire, pour mieux comprendre certains phénomènes? Quels sont mes besoins métiers? Derrière, le build or buy, est-ce que si on prend par exemple une solution d'ingestion type Airbyte, est-ce que je veux m'appuyer sur quelque chose du marché ou est-ce que je veux reconstruire moi-même? Derrière, dans chaque cas, il y a des avantages et des inconvénients. Quels sont les prix en fonction du premier cas ou du second? Si je le fais pas, forcément, comment ça va me coûter niveau maintenance? Et des questions qui concernent l'open source aussi. Donc, est-ce que je veux me reposer sur des outils open source du marché ou partir sur des outils payants? Un débat qu'on peut avoir souvent, c'est DBT versus DBT Core. Souvent, la réponse, c'est que si on est capable de le gérer nous-mêmes, c'est plus intéressant de partir sur la version open source. Quand on n'a pas les ressources, autant capitaliser sur du 100% managé type DBT Cloud. Ouais, en limite à ça, je dirais qu'il y a, enfin, souvent on a envie de se simplifier à partir sur des outils managés. Le seul problème, c'est que vu qu'on utilise pas mal d'outils différents pour la data platform, si on part que sur des solutions managées, en fait, les coûts ils peuvent vite augmenter si c'est pas bien suivi. D'où l'intérêt de se poser quand même la question sur certaines briques. Est-ce qu'on peut pas passer sur de l'open source, ou est-ce qu'il n'y a pas certaines versions ou offres spécifiques qui peuvent être adaptées pour qu'on puisse quand même garder le contrôle sur les prix derrière. Hop. Sur les erreurs à éviter, ça aussi, c'est plutôt retour d'expérience. En ayant construit pas mal de data platforms, c'est des choses qu'on veut absolument éviter. C'est déjà de mal définir ces cas d'usage. En faisant ça, en ayant pas, en ayant, on va dire, bâclé, même si le terme est un peu dur, mais cette phase de cadrage, on risque de pas bien délivrer aux utilisateurs ce qu'ils souhaitent, ou avoir des cas d'usage qui ont coûté de l'argent et qui n'ont pas de valeur. Donc, essayez déjà en amont d'avoir une idée de ce qu'on recherche. Il y a tout ce qui est mauvais recrutement ou pas adapté. Ce serait par exemple une équipe qui est sous-dimensionnée, surdimensionnée, où on va avoir trop de monde pour pas assez de cas d'usage. À ce moment-là, on dépense trop, donc pas intéressant dans un environnement startup.
ou mettre toutes ces ressources, on va dire, sur une double casquette data scientist, data engineer. Et en fait, en pratique, il vaut mieux faire soit l'un, soit l'autre. On a aussi tout ce qui est manque de partage de connaissances au sein de l'équipe data. Donc, ces différentes, on va dire, tout l'avantage de la Modern Data Stack, c'est que ces différentes briques avec différents rôles qui sont bien délimités. Le risque, c'est d'avoir des silos avec les développeurs de chaque brique qui ne se parlent pas. Et demain, s'il y en a un qui s'en va, il faut être capable de comprendre comment ça fonctionne et de partager son travail au sein du reste de l'équipe. Et ça marche aussi avec les équipes métiers qui doivent avoir aussi toute la connaissance nécessaire pour bien utiliser les produits data qui leur sont mis dans les mains. Ouais, par rapport à ça, j'allais dire, il y a beaucoup de startups aussi qui ont fait appel, par exemple, à un freelance qui est venu, qui a développé une data platform et qui après est parti. Et en fait, personne en interne ne savait comment c'était fait et comment maintenir. Donc, au fur et à mesure, les outils ils cassent les uns après les autres et du coup, plus rien n'est utilisé. C'est là qu'il y a de l'importance à tout documenter au fur et à mesure et à bien donner de l'autonomie à chacun des métiers pour qu'ils sachent utiliser les outils, pour que si la personne qui a mis en place la data platform s'en va, que vous soyez toujours capable de garder la main et de les utiliser. Et du coup, ça rejoint un peu l'idée des bonnes pratiques qui après c'est, dès le début mettre en place des bonnes pratiques, que ce soit sur, la gestion des accès, sur, qui peut accéder à quelles données, mais sur, comment est-ce qu'on construit nos scripts pour qu'ils soient facilement réutilisables et cetera. Parce que, au début, on essaie d'aller vite, d'avoir du résultat tout de suite, donc on fait, rapidement, on déploie vite, mais on se rend rapidement compte que, ça bloque et du coup, mettre des bonnes pratiques tout de suite, ça permet d'éviter des gros problèmes, derrière et beaucoup de pertes de temps et de résultats, qui peuvent avoir un vrai impact, quelques mois après ou en tout cas sur du moyen terme. Ouais. Sur des sujets qu'on a évoqués précédemment, mais penser court terme, donc en gros, avoir une plateforme qui n'est pas suffisamment évolutive et qui ne s'adapte pas au futur cas d'usage. Ne pas suivre les coûts, ça peut vite augmenter, donc il faut être prudent. Ne pas se concentrer sur certaines étapes qui sont cruciales. Typiquement, le data modeling, c'est essentiel. Tout ce qui concerne la façon dont vont être modélisées les tables, comment on va faire, on va poser chaque entité, les faire fonctionner entre elles. Surtout avec la Modern Data Stack, c'est des phases qui peuvent être souvent négligées parce qu'on se dit allez hop, on va vite et l'important c'est d'avoir des résultats rapidement. En pratique, c'est des phases qu'il ne faut vraiment pas négliger. Pareil pour tout ce qui est RGPD, pareil pour tout ce qui est observabilité. Ne pas le faire, c'est se retrouver avec de la donnée de mauvaise qualité et donc avec assez peu de valeur. Et d'ailleurs, c'est le dernier point. On se concentre souvent sur la capacité à produire de la donnée et la mettre dans les mains des bonnes personnes, mais souvent pas assez sur la qualité de la donnée. Et pour arriver à avoir une donnée de bonne qualité, derrière, c'est quelques process à mettre en place, notamment au niveau de l'observabilité. C'est les bons outils qui vont permettre de tester et de même permettre aux utilisateurs de construire leurs propres tests, parce que finalement, c'est eux qui ont la connaissance fonctionnelle de la donnée. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux ajouter quelque chose. Non, j'allais dire pareil, ouais, data quality, c'est vraiment un enjeu vraiment clé dans chacune des missions. C'est que pareil, on met en place des outils, mais on met pas de tests dessus, on vérifie pas la donnée qu'on récupère. Donc ça marche très bien pendant 2 mois, mais un jour il y a le modèle de données qui change et du coup on se retrouve alors soit avec des données totalement fausses, soit avec des pipelines qui cassent. Et pareil, c'est beaucoup de travail de reprise, de maintenance et tout ça. Et vaut mieux ne rien présenter plutôt que de présenter de la donnée qui est fausse parce que en termes de crédibilité par rapport aux autres équipes, quand on est une équipe data, on peut vite perdre la confiance aussi des gens qui utilisent la donnée derrière. Hop. Quelques chiffres, pareil, d'expérience où finalement on se rend compte que dans un environnement startup, donc on se limite à des startups qui vont aller entre 20 personnes et 200, donc qui peuvent être assez grosses, mine de rien. Et donc on voit que déjà construire ce socle data platform, avant même d'avoir des use cases, c'est à peu près 3 mois de travail, parce qu'on met en place tout l'environnement dans le cloud.
on met en place les différentes briques techniques, on fait cette première phase d'audit qui consiste à identifier chaque brique, quelle est la bonne solution en fonction de mes contraintes, mon budget, mes équipes. Tout ça, ça prend un peu de temps. Tout ce qui est CI/CD, en fait, plus généralement, tout ce qui concerne le DataOps, l'ensemble des pratiques qui vont permettre de traiter de la donnée avec toute une logique DevOps. Donc ça prend environ 3 mois. On a derrière, une fois que la plateforme et le socle est en place, sachant que tout ça se parallélise, mais d'expérience pareil, une source de données, ça prend en moyenne 1 semaine à intégrer. Évidemment, ça peut varier énormément. Utiliser un connecteur Google Analytics avec Airbyte ou Fivetran, c'est 10-15 minutes. Le faire en custom sur une source un peu complète, type quoi, Google Analytics d'ailleurs, elle n'est pas facile, donc en le développant nous-mêmes, ça peut être plutôt 3-4 semaines. Donc tout ça étant une moyenne, mais on constate qu'on est plutôt aux alentours d'une semaine globalement. Ensuite, le développement des cas d'usage métier, on est à peu près à 2 semaines avec tout ce qui est poser les spécificités techniques, fonctionnelles. Et encore une fois, c'est une moyenne, ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Et puis dernière étape, c'est tout ce qui concerne la création de nouveaux dashboards. Selon la complexité, on l'évalue en moyenne à 1 semaine. Dernier point qui est, où on fait peut-être un peu notre pub, c'est que concernant les startups, on a développé une méthodologie qui s'appelle Modeo Accelerate. Et l'idée, c'est d'aller prendre tout ce qu'on a vu dans chaque projet de création de data platform et d'identifier ce qui fonctionne et construire ce socle technique qui va permettre donc 4 fois plus rapidement de construire sa stack data. C'est une stack Snowflake pour le stockage, DBT pour la transfo, Elementary pour l'observabilité et DLT Hub pour l'ingestion des données. Et donc voilà, avec cette approche-là, on est capable ultra rapidement d'avoir une data platform en place. Ce qui est intéressant en fait, et c'est ça aussi, c'est la raison pour laquelle on est vraiment fiers de ce qu'on a développé sur cet outil, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives sur de la data platform, entre guillemets, as a service, avec les bonnes pratiques DataOps. Sauf qu'il y a pas mal de limitations, c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on a tous des contraintes particulières, notamment le fait de rester maître de ces données et du code. Et là, l'intérêt, c'est que les clients qui utilisent Stash pour construire leur data platform arrivent avec leur compte Snowflake, leur projet GitHub, et DBT étant l'outil qui va lancer le déclenchement des requêtes. En fait, la donnée circule uniquement sur l'environnement du client et il a son propre compte, ses propres repos DBT sur son propre compte GitHub. Donc, l'idée, c'est de se dire que le jour où le client veut aller chercher une solution différente parce qu'il a une croissance particulière et qu'il veut des briques supplémentaires ou tout ce que je peux imaginer, il dispose de son code et il n'est pas limité sur quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt le genre d'outil, on dit, qui va permettre d'accompagner une startup dans sa croissance grâce à la data. Et dernier point intéressant, ce que j'ai noté en bas à droite, le fait de ne pas avoir besoin de data engineer. Donc ça, c'est assez particulier. L'idée va être de dire toutes les briques, donc on va disposer du catalogue DLT Hub qui va gérer toute l'ingestion de la donnée. Le reste, tout est orchestré, tout est automatisé. On a la bonne CI/CD qui est disponible. Et donc derrière, en fait, on va concentrer tous nos recrutements et toute notre énergie sur la création des use cases métiers. Et là, on va plutôt être sur un métier de data analyst / analytics engineer. Et en fait, on a poussé cette approche parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui sont un peu moins en tension. Et pour une startup, ça va être plus simple de trouver les bonnes personnes pour construire ces use cases. Donc voilà la philosophie de la solution. C'est une offre de conseil qui s'accompagne d'un produit qui va permettre de construire ces use cases. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si je vois qu'il y a des questions, c'est vrai que forcément personne ne va répondre comme ça. On va faire un petit tour des questions dans le chat. Merci encore à ceux qui sont là. Si je déroule un peu les questions, on a Pierre qui nous demande quels sont les métiers dans une équipe data. On en a pas mal. C'est un peu ce que je disais à l'instant. Là, on a
des data analysts, des data engineers, on a des analytics engineers, des data scientists, des PM data, donc il y a plein de métiers, plus ou moins scientifiques, plus ou moins avec des compétences cloud engineering fortes, et donc l'idée c'est que chacun trouve son rôle là-dedans, sachant que certains métiers sont plus difficiles à recruter que d'autres. Ouais, les compétences qui sont nécessaires et le scope d'intervention, il change pas mal selon les boîtes. Il y a des boîtes où un data engineer, il va faire que de l'intervention sur des pipelines de données, alors qu'il y en a d'autres, il va être en charge de la mise en place de toute la data platform, plus de faire des analyses derrière. Donc c'est assez variable, mais globalement, plus la boîte grossit, plus il y a de postes différents et du coup, on retrouve rapidement tout ce dont Mathieu a parlé. On a une autre question de Nicolas sur les exemples de ROI direct ou indirect suite à l'implémentation d'une data platform. C'est une question qui n'est pas simple parce que selon la typologie de projet, le ROI est plus ou moins simple à mesurer. Donc, sur des outils de reporting financier, par exemple, ça va être assez difficile de mesurer le ROI. Ça peut être, par exemple, le temps gagné par un DAF à l'année, mais ça reste difficile à estimer. En revanche, on a des cas très, très concrets sur de l'A/B testing. On veut tester deux approches différentes sur un site, sur son site web, pour voir quelle est l'approche qui va la mieux convertir. Et là, c'est des use cases où on a des gros ROI. On l'a aussi sur l'automatisation pure, hein, typiquement sur la gestion de facturation. Le temps gagné et la finesse et la qualité de ce qui est fait est beaucoup plus, est vraiment significative. Donc voilà, dans certains cas, ça se mesure facilement, dans d'autres, c'est plus compliqué. Ouais, pour compléter, dans les cas d'usage aussi, il y a pas mal d'applications, par exemple autour des suggestions personnalisées sur des sites de vente et tout ça. Il n'y a pas forcément de données chiffrées qui ressortent rapidement derrière, mais du coup, on peut en ressortir avec, par exemple, s'il y a une augmentation du panier moyen d'achat. Après, sur l'A/B testing, comme Mathieu disait, on a travaillé sur une mission pour la refonte d'un tunnel d'abonnement, toutes les étapes qui sont à effectuer avant de convertir et de prendre un abonnement ou de payer sur un site. Et en fait, avec l'A/B testing, on a pu tester plusieurs versions et voir qu'il y avait une des versions qui permettait de pousser plus d'utilisateurs à payer leur abonnement. Et en regardant en fait à chaque étape combien de personnes arrêtaient. Et en fait, avec l'A/B testing, on a pu voir qu'en utilisant une page simplifiée, par exemple, bah, il y avait 20% d'utilisateurs en plus qui allaient payer à la fin. Top. Je suis pas certain qu'on ait d'autres questions. Et donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Écoutez, merci à tous pour ceux qui ont été présents et merci encore plus à ceux qui ont posé des questions. Et puis on va organiser régulièrement des petits webinaires comme ça pour partager notre expérience data, parce que c'est vrai que c'est intéressant en croisant les différents projets, d'arriver à construire une sorte de base de connaissances sur la conception de data platform. Ça reste quelque chose qui n'est pas simple aujourd'hui. Chaque boîte fait un peu à sa sauce et on a du mal à trouver une sorte de consensus, et c'est ce qu'on a à cœur de développer chez Modeo. Voilà, bien comprendre ce qui fonctionne, et donc ce genre de format, c'est l'occasion de partager tout ça. Donc merci à tous d'avoir été présents, et puis on se retrouve pour d'autres épisodes de Modeo Data Talks, probablement en septembre. Ouais, j'allais dire, on a pour projet du coup peut-être de détailler un peu plus les briques des data platforms, notamment trouvant des partenaires. On va en faire un à la rentrée avec Dinmo, qui est un outil d'activation de données. Voilà, au fur et à mesure, on va essayer d'approfondir les connaissances pour capitaliser au maximum sur les connaissances de tout le monde. Merci Mathieu. Ouais, merci Mathieu. Et puis bonne soirée Mathieu. Bye, merci à tous. Bonne soirée.